Chloé, j'espère que vous allez tous bien. Ici vous êtes au podcast Sur l'envers et aujourd'hui au menu on a des tricots express et je vais enfin pouvoir vous parler du manteau que je me suis cousu. Voilà. Alors je vous propose de commencer directement par le tricot et puis de finir sur la couture parce que du coup le manteau je pense que j'aurai pas mal de choses à vous raconter. On peut déjà commencer avec ce que je porte. Donc je porte un pull de Lone Kjeldsen. C'est un modèle que j'ai tricoté l'année dernière en alpaga. C'est le seul et unique modèle que j'ai en alpaga parce que l'alpaga, j'aime pas trop le tricoter. J'aime pas trop le porter, mais celui-là, ça passe. C'est un modèle qui est vraiment très simple à faire. Vous avez en fait un modèle de côte brisée, mais à moitié brisé, enfin bref, je sais pas exactement comment il s'appelle. Toujours est-il que sur la partie haute du pull et sur les manches, vous avez ce modèle de côte. Et ensuite, sur le corps, eh ben, vous avez du jersey en droit, très, très classique. C'est un modèle qui est voulu assez ample, même si le mien, en fait, je connais pas trop le tricot de l'alpaga et en fait le mien c'est quand même un petit peu élargi par rapport au projet initial, en tout cas aux mesures que je suivais au départ. Mais voilà, pour l'instant je le porte, il est super sympa, je le porte beaucoup à la maison. Et quand j'aurai raccourci un petit peu les manches et le corps, et ben, je le porterai un peu tous les jours, même pour aller bosser. Il a un joli motif en fait, enfin j'aime bien en tout cas la manière dont les manches se rejoignent au niveau du... Enfin les côtes se terminent au niveau du raglan. Il est un peu enfin il est un petit peu boxy si vous voulez. Et puis vous avez ce motif de col qui remonte un petit peu mais c'est très léger. Moi qui n'aime pas trop les cols roulés et les cols montants parce que je me sens un peu étriquée, celui-là il me donne pas du tout cet effet là et c'est vraiment très, très sympa. Et il est fini avec un petit taille-cord, voilà. C'est un pull qui n'est pas compliqué à tricoter et que je trouve vraiment très, très confortable. Les projets terminés, j'en ai deux. Je vais d'abord vous parler du plus ancien. C'est une paire de chaussettes que j'ai tricotées en test pour l'Erke de Fibertails. Le modèle s'appelle Loppe. Loppe en fait c'est ce modèle, c'est ce motif scandinave de jacquard où ça veut dire puce en fait et c'est du coup des petits... C'est là où vous avez en fait juste une maille qui est faite en jacquard de manière régulière et décalée pour faire ce petit motif en quinconce qui est hyper sympa. Ce sont des chaussettes qui sont prévues... Alors moi en fait j'ai fait la plus grande taille parce que je voulais les utiliser comme chaussettes d'intérieur à la maison, à la place de pantoufles, tout ça. Mais vous pouvez aussi en fait les utiliser pour des chaussettes on va dire classiques, sauf qu'il vous suffira de faire la taille qui correspond en fait à votre pointure. Donc moi elles ont une tête un peu bizarre parce que justement comme c'est la taille XL, elles ont l'air petites parce que finalement elles sont très larges, mais comme je fais du 38, bah je tricote pas proportionnellement à la largeur, donc elles donnent un peu cette impression presque de chaussettes de Noël où il n'y a pas un pied très profond. Voilà, mais moi je les ai simplement adaptées à ma pointure, mais en fait voilà, si j'avais fait des chaussettes classiques, pas des chaussettes d'intérieur, et ben j'aurais fait du coup la taille S et ça aurait été un petit peu plus... au niveau des proportions, ça aurait ressemblé un petit peu plus à une vraie chaussette. Je vais vous parler un petit peu plus du modèle parce qu'il est... je trouve qu'il est d'un très bel effet, mais en même temps il n'est pas du tout compliqué à tricoter. Elle se tricote du haut vers le bas, donc vous commencez avec des côtes de 2 et après une jolie tresse latérale. Il y a un petit motif pyramidal en couleur contrastante et ensuite on fait donc le motif de Loppe, le motif de puce. Donc vous voyez il est constitué de 2 couleurs différentes, donc c'est pour ça que ça s'appelle un motif double Loppe. Et après vous avez un talon, donc
Ça s'appelle Eye of Partridge Hill, un truc comme ça. C'est un talon renforcé. Et puis la pointe contrastante aussi. Voilà. Là-dessus, au niveau des techniques, pour moi c'était la première fois que je faisais une tresse latérale. Et je suis hyper contente d'avoir testé ça. Parce que je m'en faisais toute une montagne. Et au final, j'ai trouvé ça hyper facile à faire. La seule chose donc, qui est très bien précisée dans le patron, c'est qu'il faut prendre une demi-taille d'aiguille en dessous de la taille avec laquelle vous tricotez. Donc mes chaussettes, je les ai tricotées en 2,5 et j'ai donc fait la tresse latérale avec une aiguille numéro 2. Mais voilà, c'est la seule chose à laquelle il faut penser, parce que si vous tricotez avec un petit diamètre, il faut vraiment penser à avoir un diamètre en dessous. Mais alors, dans le patron, vous avez les explications écrites pour faire la tresse latérale, et vous avez aussi une vidéo. Mais pour ma part, j'ai même pas eu à aller voir la vidéo parce que les explications écrites m'ont suffi. Voilà, là-dessus, il n'y avait pas de souci. Donc vraiment, je suis super contente et je trouve qu'elle est d'un joli effet en fait sur cette chaussette. C'est vraiment le petit détail, je pense, qui fait un peu la différence par rapport aux autres patrons. Pour le jacquard, bah, vous voyez, bon, on voit un petit peu, si je vous montre la chaussette dans son ensemble, on voit sans doute qu'il y a des endroits où mon jacquard n'était pas forcément parfait, ou en tout cas très régulier, parce que, voilà, à 2 couleurs, enfin, je veux dire, d'avoir qu'une seule maille dans la couleur contrastante, c'est assez difficile, j'ai trouvé, au début en tout cas, pour trouver la bonne tension du fil. Et puis au final, à force, au bout de quelques rangs, moi j'ai trouvé que ça venait tout seul, et fallait juste que je fasse un peu attention quand même à la tension, justement, à la tension du fil. Mais ça s'est fait tranquillement. Et après, au niveau du changement de rang, j'essayais un petit peu de laisser parce que comme j'avais tendance en fait à trop serrer mon fil contrastant, j'ai laissé un petit peu de mou au niveau du changement de couleur. Comme ça, des fois je revenais tout simplement avec mon aiguille à la fin du rang, je revenais tirer un petit peu sur le fil pour donner un petit peu de mou au niveau de la tension, pour bien faire ressortir comme il faut la couleur contrastante. Voilà. Ça, c'est des petits ajustements que je faisais à la fin d'une partie par exemple, et puis ça allait très bien, c'était assez marrant à faire. Je vous montre celle-là parce que c'est la deuxième, c'est celle qui est la plus, on va dire, la plus régulière. Et sur la première, vous voyez bien au début, comme je serrais beaucoup trop mon jacquard. Et il ressortait pas du tout. Et puis finalement, à la fin, je suis arrivée à être un petit peu plus détendue. Et on voit vraiment en fait là-dessus l'évolution de mon jacquard et comment j'ai réussi à améliorer la tension. Et du coup, pour la deuxième, et ben, vous avez un jacquard qui est très régulier, je trouve. En tout cas, j'en suis très contente. Le talon, c'est un talon arrondi. La pointe, c'est une pointe arrondie qui est très jolie, très simple à faire. Et puis ça se termine par un grafting, il me semble. Je suis pas sûre. Si, ça se termine par un grafting. J'ai toujours trouvé ça plutôt simple à faire, le grafting, voilà, sans trop de prise de tête. C'est quelque chose que j'aime bien faire en général. Je préfère tricoter mes chaussettes en fait du haut vers le bas, mais bon, après ça, chacun fait comme il veut, mais je trouve que la finition grafting est plus jolie et plus confortable qu'une finition, qu'un rabattage au niveau des côtes quand on les tricote du bas vers le haut. J'ai jamais trouvé un rabattage qui me plaise et qui soit esthétiquement joli. Voilà. Ces chaussettes, je les ai tricotées avec 3 couleurs différentes. Et c'était assez intéressant parce que j'ai eu un petit peu de mal à trouver le bon assortiment de couleurs et à trouver comment je mettais mes couleurs. C'est-à-dire que j'ai utilisé donc pour la couleur principale,
Oui, voilà, elle est là ma pelote. C'est la Schachenmayer, la Regia Merino Yak. Donc c'est une laine à chaussettes, vous avez 58% de laine, 28% de polyamide et 14% de yak. Je l'ai acheté chez Lily comme tout. Et la couleur c'est... Enfin en gros, je crois que ça s'appelle menthe. Je trouve pas... Bref, c'est la couleur 07513. Il n'y a pas énormément de couleurs différentes. Et en fait du coup comme il y a du yak, vous avez une couleur qui est chinée avec du gris, donc c'est toujours très joli. Donc je savais que je voulais prendre cette laine à chaussettes pour, enfin cette couleur en tout cas, pour la couleur principale. Ok, ça on était bon. Mais ensuite je m'étais décidée à utiliser pour les deux couleurs contrastantes cette laine. C'est une laine de mon Chip Shop. C'est le coloris... Attendez, vous avez un cheveu. C'est le coloris Under the Pine Tree. Donc sous le pin. Et la base, c'est sa base craquante, il me semble, voilà. Et c'est avec des noppes. C'est Merino Superwash et noppes. C'est un super joli vert. J'en avais acheté un écheveau tout seul. Et je l'utilise en général pour des chaussettes, pour des couleurs contrastantes. Voilà. Ça fait la deuxième fois que je l'utilise, c'est pour ça qu'il est un peu mal en point et mal retordu. Donc voilà, je savais que je voulais sortir ces deux-là. Et j'avais pris au départ un reste de chaussettes, la Lana Grossa Tweed, comme couleur contrastante. Et quand j'ai commencé à les tricoter, il s'est avéré que quand je faisais les points lope, en fait, la Lana Grossa et la Regia, elles étaient beaucoup trop proches. Et du coup, d'avoir juste une maille de la Lana Grossa, ça se voyait pas du tout. Donc on voyait le vert foncé qui ressortait bien, mais le gris il ressortait vraiment pas. Et en fait au départ, c'est vrai que en général j'aime pas trop les jacquards qui sont très contrastants. Donc je fais des jacquards un peu, je les préfère un peu plus subtils, mais là bah, c'était juste invisible, donc ça servait à rien du tout de mettre ce fil. Donc je l'ai défait. Et j'ai utilisé à la place cette laine. Donc vous voyez, quand on la voit sur la chaussette, on a presque l'impression qu'elle est blanche. Et en fait, elle est gris argenté. C'est de la Yavol, c'est de la laine à chaussettes. Je vais vous retrouver parce que j'en ai plusieurs couleurs. C'est de la Yavol de Langue. Voilà. C'est une laine à chaussettes classique. 85% de superwash et 25%... non, 80... Qu'est-ce que je raconte? Parce que 85, ça fait 15... Oui, voilà. 75% de Merino Superwash et 25% de polyamide. Et une fois que j'avais ces trois couleurs, du coup, c'était bon. On voyait bien les trois couleurs ressortir les unes par rapport aux autres. Mais ce que j'avais fait au départ, c'est que j'avais utilisé le vert foncé pour les pointes et la tresse latérale. Et en gros, cette petite partie-là, j'ai dû la refaire au moins 5 fois parce que j'arrivais pas bien à accorder les couleurs. Et au départ, donc j'avais fait la tresse latérale en vert foncé et ça ne ressortait pas, ça ressortait pas bien. Et du coup, j'ai défait, j'ai refait et du coup, c'est en arrivant avec la tresse latérale et les extrémités en gris argenté et le petit triangle et les lopes en vert foncé que là je suis arrivée à un modèle qui me plaisait, qui m'allait quoi. Mais c'était assez intéressant, enfin c'était un peu embêtant de toujours refaire, mais en même temps c'était intéressant de travailler sur ces différentes couleurs, comment on les a sorties et de voir comment pardon, de voir comment des couleurs qu'on voit séparément, même quand on les voit côte à côte, ça rend quand même pas pareil quand on les tricote. Et du coup c'était une petite étude de la couleur et du jacquard et j'ai trouvé ça assez rigolo, c'était assez marrant à faire. Les laines sont toutes très bien. La Regia Merino Yak,
Elle était assez sèche au tricot et puis finalement, maintenant qu'elle est bloquée, elle est super douce. Mais j'étais étonnée, c'est peut-être parce qu'il y a quand même beaucoup de polyester, il y en a 28%. J'étais étonnée au départ qu'elle soit pas aussi douce que les autres laines que j'ai tricotées avec du yak. Mais voilà, en fait le blocage résout tout. Celle de mon Chip Shop, on sait qu'elle est toujours très, très sympa, très agréable et pleine de jolies variations en fait. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé la tricoter parce que du coup ça cassait un peu le côté des couleurs solides, trop tranchées, qui me plaît moins dans le jacquard. Et j'essaye de vous trouver un petit peu un endroit assez joli. Mais du coup vous voyez, vous avez plein de... Dans ce vert, vous avez du vert plus clair, du vert foncé, parfois presque du jaune, du marron aussi. Et du coup, ça rajoute un petit côté assez sympa que j'aime bien au jacquard et à la chaussette en général. Et puis la Yavol de Lang, c'est une laine super résistante. Elle n'est pas spécialement douce, mais par contre, elle est mate et j'aime bien. Et puis elle fait super bien ressortir les textures. Donc sur le talon par exemple, il ressort très bien. Et c'est une laine que voilà, j'aime bien l'acheter de temps en temps. Les couleurs, elles sont assez... Il y a une très grande variété de couleurs. Et puis il y a des couleurs solides, mais il y a aussi des couleurs chinées. Donc vous savez que j'aime toujours bien quand c'est des couleurs chinées. Et je les ai trouvées hyper sympas. C'est après des chaussettes que je porte à la maison ou que je donne que je porte en surchaussette ou que je donne aux invités quand ils viennent. Quand j'ai des gens à la maison le soir, souvent ils aiment bien les grosses chaussettes pour se mettre sur le canapé. C'est toujours très confortable. Donc voilà, des chaussettes hyper sympas. Le modèle, la plupart des personnes ont fait un modèle avec une couleur principale claire et puis les couleurs contrastantes foncées. Le modèle de l'Ercueil, il est super joli. Mais voilà, j'ai essayé de changer un petit peu avec une couleur contrastante foncée. Et ça donne un look assez différent qui me plaît aussi beaucoup. Donc voilà, vous pourrez voir les différents projets sur la page Ravelry. Et puis moi, je vous mets le lien de ma page projet sur Ravelry dans les petites notes en dessous. Allez, on passe à la suite. La suite, c'est un projet super pour le confinement. C'est un petit tricot express, un petit pull très sympa que j'ai décidé de coudre, n'importe quoi, de tricoter. J'ai décidé de le tricoter sur un coup de tête parce que j'avais acheté cette laine il y a un petit bout de temps. En fait, c'est la toute première laine que j'ai achetée à une teinturière artisanale vers chez moi. En fait, elle vient tous les ans, vers chez moi, vers là où j'habitais avant, en Saône-et-Loire. Mais elle vient tous les ans et en fait, elle est dans la Drôme, elle prend de la laine non superwash et elle la teint elle-même. Et en fait, cette laine, déjà, bon, le vert, je craque toujours sur le vert, les beaux verts profonds comme ça, mais là, c'est une laine qu'elle a mélangée avec du lin. Il y a à peu près 15% de lin, et comme le lin ne prend presque pas ou pas du tout la teinture prévue pour la fibre animale, ça donne ce côté chiné à nouveau à la laine. Et j'ai trouvé que c'était assez... Ouais, j'ai vraiment craqué dessus en fait. J'en ai acheté 500 grammes. Vous voyez, c'est une laine mèche. Je sais pas si vous voyez bien. Qui est donc filée avec le lin et la laine et qui est ensuite teint. Pull. Donc, le pull que j'ai choisi de tricoter avec, c'est le modèle Ursa. C'est un modèle qui est hyper en vogue en ce moment sur Ravelry et à juste titre parce qu'il est absolument magnifique et qu'il est créé par une designeuse vraiment très engagée dans la communauté tricot qui fait beaucoup de choses pour faire avancer les choses et donc je trouve que ce patron c'est à la fois un patron qui est magnifique et à la fois une designeuse qui a besoin qu'on lui montre qu'on la supporte et qu'on est avec elle dans son combat. Donc Ursa,
C'est un pull qui se tricote en aiguille 6 mm. Donc c'est un pull express parce qu'en plus il est cropped, donc il est court. Vous voyez, si je le porte là, mon nombril il est juste là, donc il arrive juste au-dessus du nombril. Et du coup tricoté en 6 mm, moi j'ai mis en gros une semaine à le tricoter, en sachant que bon, j'avais quand même un jour de RTT, donc j'ai eu un week-end de 3 jours si vous voulez, mais c'est vraiment un pull qui se tricote très vite. Et en plus il est pas franchement très gourmand en laine. Pour la taille S, j'ai utilisé 370 grammes pour le faire. Donc c'est assez intéressant parce que souvent les projets en grosse laine, on se retrouve à devoir acheter énormément d'écheveaux et ça peut coûter très cher. Et là au final, il me reste presque assez de laine pour en faire un deuxième modèle, c'est-à-dire que du coup il me reste 230 grammes. Donc je pourrais peut-être faire un modèle à manches courtes. Mais bon, en laine non superwash, il tient quand même chaud. Donc c'est... Voilà, je vais pas en faire un modèle à manches courtes. Il faut que je trouve quelque chose pour utiliser mes restes de laine. Mais là, vraiment, ce modèle-là, je trouve vraiment magnifique. Donc, vous avez une encolure en V. Voilà, qui est assez profonde. Mais qui peut être un tout petit peu ramenée, en tout cas on va dire réduite si vous voulez, parce que vous pouvez tout simplement relever les mailles. Je trouve plus mes mots. Vous pouvez relever les mailles, 3 mailles toutes les 4 mailles. Comme ça, vous réduisez un petit peu l'encolure, vous tricotez juste un rang, vous rabattez, et ça permet de faire une encolure un peu moins profonde. Mais de toute façon, moi les pulls cropped, je les porte pas sans rien dessous, hein, je mets toujours en débardeur. Donc je le garde un petit peu large, il me va très bien. La seule chose à laquelle il faut faire attention, c'est pour les épaules, parce que l'encolure étant large, si vous avez comme moi des épaules un peu étroites, il peut avoir tendance à tomber en fait de l'épaule, donc faut pas hésiter à ramener l'encolure, à la réduire un petit peu pour qu'il soit plus confortable à porter. Vous avez donc cette ligne en fait de demi-brioche, ça s'appelle, qui descend et qui fait un triangle qui se termine en triangle pour les côtes en bas. Et vous avez la même chose dans le dos, c'est-à-dire la ligne centrale qui se termine également en un joli triangle. Les raglans, pareil, point de demi-brioche qui se continue sur les côtés. Ça se voit pas trop, j'ai un peu de mal à le montrer. Je sais pas comment je peux le montrer correctement. Ça continue sur les côtés, mais ça continue également sous les manches. Voilà. Donc c'est des détails très sympas et les manches au bout sont rabattues normal. Et du coup ce pull, je l'aime beaucoup parce que il est à la fois simple, mais quand on le tricote, on se rend compte qu'il y a quand même plus de détails que ce à quoi on s'attend en fait quand on l'a regardé ou même quand on l'a acheté. Et pourtant, c'est pas non plus un truc qui fait trop sophistiqué, ça reste dans un esprit, dans un style vestimentaire plutôt simple et je le trouve vraiment génial. J'ai adoré le tricoter et j'adore le porter. C'est un des pulls sur lesquels j'ai le plus de compliments alors que ça fait peut-être, du coup maintenant c'est le confinement, mais j'avais dû commencer à le porter 2-3 semaines avant et j'avais énormément de compliments dessus, alors que bon en général il n'y a pas non plus les gens sont pas non plus en extase devant mon style vestimentaire un peu simple et celui-là je l'aime vraiment beaucoup. Effectivement, comme je disais, comme il est en laine non superwash, il a tendance à tenir un peu chaud, donc je mets vraiment quelque chose de très très léger en dessous parce que sinon j'ai vite chaud. Mais j'ai très envie de m'en faire une version en coton ou en lin pour l'été parce que je pense que ça va être vraiment ça doit être vraiment très très agréable à porter et à assortir super facilement sur une petite robe et tout. Voilà, vu comment en plus il se tricote vite, je pense qu'il y a une deuxième version qui va remonter sur mes aiguilles très vite quand on pourra à nouveau commander de la laine.
c'est donc un modèle qui est créé par la designeuse qui s'appelle Jacqueline, alors je crois que son nom de famille c'est Cislak, je pense que je le prononce pas comme il faut. C'est une designeuse canadienne qui fait des modèles vraiment très très beaux, des choses assez originales, toujours avec des textures, donc c'est tout à fait dans, dans mon rayon. Mais surtout c'est une designeuse qui est très active et qui essaye vraiment de changer les choses en termes de... En français, c'est la grossophobie. Donc pour l'acceptation et la représentation en fait de toutes les morphologies dans le monde du tricot, parce que c'est celui dans lequel elle travaille, mais dans la société en général. Et elle, sur son compte, si vous la suivez, elle propose énormément de contenu, elle donne énormément de sources, et puis elle-même, dans ce qu'elle fait, elle prend des photos absolument magnifiques. Et ses patrons, la mise en scène de ses patrons, la manière dont elle les présente, sont toujours absolument sublimes. Et elle vient d'en sortir un gilet sur le thème de l'eau, et elle a fait une des plus belles photos de présentation de patron que j'ai jamais vues. Elle a été beaucoup relayée d'ailleurs sur Instagram. Le gilet est bleu, elle a une grande robe et elle est sur du sable, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais vraiment, allez faire un tour sur sa page Ravelry et sur sa page Instagram pour voir ce qu'elle fait, et puis pour aider à relayer un petit peu son travail et son combat, parce que je pense que c'est extrêmement important pour le tricot et pour la société en général. Donc je pense que voilà, déjà ça commence par tricoter ses patrons, et puis voilà, montrer que tout le monde peut porter ce genre de pull, parce que quand vous... Alors là j'étais vraiment hyper... Parce que, alors, je cherche mes mots, hein, mais c'est parce que je suis en train de réfléchir un peu trop vite. C'est le premier pull court, cropped, comme ça, que je tricote et que je porte. Dans toute ma garde-robe, j'en avais pas. Et parce que voilà, je pensais que ça allait pas m'aller, je savais pas si je serais à l'aise pour le porter. Et le patron, le modèle me va hyper bien. Je suis super à l'aise dedans, je me sens très bien et j'adore le porter. Et c'est peut-être pour ça aussi que j'ai autant de compliments dedans, c'est que je me sens vachement bien en portant ce pull. Et pourtant, c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de porter. Mais dès le premier jour, dès que je l'ai mis, c'était vraiment une révélation, ce style de haut. Donc voilà, je pense que je vais me mettre à essayer un petit peu de tricoter ce genre de coupe et voir un petit peu ce que je peux faire dans la suite, surtout avec les beaux jours qui arrivent. Mais voilà, si vous avez envie pendant le confinement de faire un tricot express avec ces restes de grosse laine, c'est de la DK voire de la worsted, vous pouvez essayer Ursa, URSA. Voilà. Si vous n'aimez pas le motif, les petits détails, il en existe aussi une version encore plus simple qui s'appelle Ursa Major. Et donc vous pouvez hyper facilement le simplifier. Et puis après, au niveau des mesures et de la coupe, vous pouvez l'allonger très facilement là-dessus, il n'y a pas de souci. Donc voilà, faut pas hésiter, parce que c'est vraiment un petit pull hyper sympa. Je suis trop contente d'avoir tricoté ça sur un coup de tête, parce que ça a réutilisé une laine pour laquelle j'arrivais pas à trouver de projet. Et ça m'a fait découvrir une nouvelle coupe de pull et une nouvelle designeuse, donc salut toi. Donc voilà, c'est mon petit projet coup de cœur du tricot du mois de février. Allez, je vais passer à ce que je suis en train de tricoter, parce que je vais pas prendre trop de temps non plus. Pardon, le chat. Donc, en ce moment, je suis en train de tricoter une étole. J'essaye cette année de tricoter beaucoup mon stash. Je sais pas si vous vous souvenez par rapport à la dernière fois, mais cette case, elle était quasiment remplie. Et là, maintenant, elle s'est bien vidée. Et là, je tricote. Alors, c'est un peu mélangé. Je tricote l'étole qui s'appelle You Wrap
de Alice Hammer. Alors je sais pas du tout si vous la voyez correctement. Donc c'est une étole en point de riz majoritairement, avec deux motifs de torsade ici au milieu, enfin sur les côtés, et après vous avez un motif en relief de flèches fait tout simplement avec des mailles en verre enfin de flèches, oui, ou de demi-triangle, bref, fait avec des mailles en verre sur du jersey en droit. C'est un tricot qui m'a un peu déroutée au départ parce que le modèle préconise donc de le tricoter en fingering ou en lace tricoté en double, donc ça revient à du 400 mètres pour 100 grammes, mais il les tricote en aiguille 6 mm. Alors j'ai quand même essayé, je sais pas pourquoi j'ai essayé, mais toujours est-il que bah voilà, j'ai tricoté de la fingering avec des aiguilles 6 mm, mais ça le fait pas du tout, c'était beaucoup trop aéré. Donc là je la tricote avec des aiguilles 4,5, et c'est encore un poil aéré, surtout que c'est de la laine superwash, donc au blocage je pense qu'en fait je vais pas la bloquer parce que sinon ça va encore plus s'ouvrir et ça risque de pas tenir chaud en fait, tout simplement. Donc je sais pas trop quoi faire avec ça. J'attends de voir parce que c'est un tricot qui est très simple parce que c'est en aller-retour, donc une fois qu'on a le motif en tête, il se retient très facilement, donc on le fait sans avoir besoin du patron. Mais du coup, voilà, il est super joli, mais je vous avoue que ça me déroute un peu de le tricoter en déjaugé comme ça. Je vais voir ce que ça donne. Donc le U-Wrap, ça s'écrit U, ça veut dire brebis en anglais, c'est E-W-E. Et à la fin, donc c'est une grande étole rectangulaire et puis il y a des petites pampilles au bout. Et je le tricote dans la laine de By Night Création. Là j'ai un écheveau entier. C'est la laine teinte à la Garance en premier bain, parce que c'est une des plus belles couleurs naturelles, je trouve. Voilà, elle est vraiment magnifique. Et c'est sur la base Milky Way qui est donc avec des noppes. Je l'ai acheté au festival de l'écheveau solidaire l'été dernier. Il n'y avait plus que la base Milky Way en Garance. Donc j'ai pris celle-là, j'en ai pris 2 écheveaux. Il faut 2 écheveaux pour tricoter l'étole. Donc je vais partir comme ça. Et puis après, pardon, il y a le chat qui... Qu'est-ce que tu fais? Bon. J'en ai pris 2 écheveaux. Et... je vais prendre un petit verre d'eau. Voilà, un petit coup d'eau et on est reparti. Donc 2 écheveaux pour tricoter l'étole U-Wrap. Comme c'est un tricot qui est très simple à faire finalement, je pense que je vais en commencer un autre. Voir, je pense, un pull ou un gilet. Après, j'ai pas trop de couleurs de gilet, donc je vais voir ce que je trouve. Mais je pense que je vais commencer quelque chose d'un petit peu moins monotone. Pour alterner avec l'étole. Mais ça fait un très bon projet télé. C'est assez télé, Wordy, Netflix, tout ça. Oula, je vais pas tout faire tomber. Elle est vraiment très très sympa à tricoter, donc voilà, je pense qu'elle va pas être mise de côté, elle va être finie assez rapidement. Et voilà, le moment est arrivé. Je vais vous présenter mon manteau. Donc, il s'agit du patron Serra de Pauline Alice Pattern. Je vais vous montrer quand même. Oula. Bon. Je fais tout tomber. Alors, la pochette a un peu souffert parce que c'est un patron qui est quand même conséquent. Voilà. La veste Serra. Donc moi j'ai pris le modèle parka et j'ai fait le modèle parka du début à la fin. Voilà, je n'ai pas fait de changement. Je vous montre donc la vue A de l'autre côté. Donc j'ai fait la taille S parce que j'ai pas mal hésité.
entre S ou M parce que je voulais être à l'aise et puis je voulais que mes hanches passent aussi parce qu'elles sont plutôt en taille M qu'en taille S. Mais j'ai vu que effectivement le manteau taillait plutôt large. Donc je suis restée sur du S et il va très bien et même avec un gros pull, tout passe. Les épaules, le dos, les hanches, il n'y a pas de souci. Le manteau ferme et je suis quand même pas engoncée dedans. Je suis vraiment, vraiment à l'aise. Il tient chaud. Enfin, je suis trop contente de ma petite réalisation. Donc, c'est une parka que j'ai réalisée dans un tissu imperméable de chez Stragier, tissu extérieur, hein, je parle. C'est un tissu 60% coton, 40% polyester, qui a une super couleur déjà, c'est la couleur sienne, et qui a aussi un beau... Au toucher, il est tout doux, il est super agréable, enfin je le trouve, il est déjà hyper agréable à coudre, il est très facile à coudre, mais après à porter, il est d'excellente qualité et c'est un plaisir à coudre comme à porter. Ce qui est bien aussi, c'est que du coup, Stragier propose à chaque fois la bobine de fil assortie au tissu. Donc voilà, je l'ai commandé à côté et je suis sûre d'avoir la bonne couleur en fait de fil. Donc ça c'est bien, je me casse pas la tête à chercher sur les différents écrans d'ordinateur et tous les couleurs qui correspondent. Et à l'intérieur, j'ai pris une petite doublure à paillettes. Alors, c'est pas tout à fait à paillettes, c'est une doublure lurex. Au départ, j'étais partie sur quelque chose de complètement différent. J'avais acheté mon coton, j'avais acheté de la ouate pour faire mon matelassage moi-même. Et puis, un moment, je suis tombée, j'étais sur le site de ma petite mercerie, je suis tombée sur ce tissu là et je me suis dit que c'était, voilà, j'ai eu, je sais pas, le coup de foudre couturesque et je me suis dit c'est ce tissu là que je vais utiliser pour faire la doublure intérieure de mon manteau, voilà, et j'en suis super contente. Donc c'est un tissu noir avec, bon là vous avez des poils de chat, mais donc c'est un tissu noir avec du lurex cuivré dedans, qui du coup donne un côté, là il fait assez pailleté avec la lumière, mais au final quand on le voit de loin on a plutôt une doublure voilà, cuivrée noire un peu chinée qui est d'un très bel effet. En plus, d'une part elle est toute douce, elle est très agréable à porter. J'avais peur que l'urex, parce que j'avais déjà touché en fait dans des magasins de tissus, des tissus avec du lurex et je trouvais que ça grattait un peu, mais là c'est tout doux. Et comme le lurex c'est une matière synthétique, en fait ça glisse bien. Et ça c'est une des choses qui m'a fait pencher en faveur de cette doublure plutôt qu'une doublure en coton. Parce que j'avais peur d'arracher le coton ou de galérer un petit peu quand je mets les manches en fait du manteau. Et il s'est avéré que celle-là ça glisse très bien et j'ai aucun problème en fait pour mettre le manteau, je l'enfile normalement et j'ai pas j'ai pas peur en fait de déchirer, ou alors je suis pas en train de passer ma manche tout doucement dans la doublure parce que ça coince et tout. Donc c'est vraiment, vraiment hyper sympa. La seule petite difficulté que ça m'a rajouté, c'est qu'en fait c'est un tissu maille. Donc du coup j'ai cousu un tissu chaîne et trame avec un tissu maille. Donc pour le coup ça donne un confort, un vrai confort supplémentaire au porté, parce que voilà, c'est un peu extensible là où il y a besoin, au niveau du dos, au niveau des épaules, et puis c'est bien moelleux, mais par contre au niveau de la couture c'est vrai que ça, enfin je savais que ça pourrait me poser un peu des difficultés, parce que du coup comme le tissu a tendance à s'étendre, parce qu'il est très compressé finalement, on a pas mal d'épaisseur sous le pied presseur de la machine, et du coup le tissu avait tendance à s'agrandir un petit peu. Donc mes repères ils ne tombaient pas pile à chaque fois, et j'avais peur que à la fin les petits problèmes de 1 ou 2 mm par-ci par-là ça fausse un petit peu le résultat final, et puis pas du tout, en fait ça va très très bien.
avec la petite... j'aime beaucoup du coup la petite étiquette qui a été fournie avec Pauline Alice, voilà, Made by Me. Parce que je pense que un manteau, quand on fait un manteau comme ça, on a envie de mettre une étiquette et d'écrire en gros dessus, c'est moi qui l'ai fait. Parce que c'est vrai que c'est vraiment la pièce dont je suis le plus fière pour le moment dans mon dressing, quoi. Parce que voilà, coudre un manteau, c'est quand même pas... En fait, je pensais que je m'en suis fait toute une montagne, mais c'est vraiment beaucoup plus simple en fait à faire ce patron-là que ce à quoi je m'attendais. Donc, c'est un... Donc la version parka, donc c'est un... Qu'est-ce qu'il y a? Excusez-moi. Ça va? Oui. Voilà. Donc la version parka. Vous avez... Je vais commencer par vous montrer le dos. Donc le dos est tout simple. Vous avez donc les genres de raglan ici, le col. Et puis vous avez un bas-volet qui est fermé par un bouton pression et qui est avec le tissu matelassé en fait à l'intérieur. Donc ça fait une double épaisseur, ça tient bien chaud au dos, moi j'aime bien. Et puis vous avez la coulisse qui revient devant. Je pense qu'il faut que je le ferme pour vous le montrer, ce sera un petit peu plus pratique. Donc c'est un manteau qui se ferme à la fois par des boutons pression et à la fois par une fermeture éclair. Parce que les fermetures éclair, c'est pas imperméable. Donc d'avoir les pressions, ça permet vraiment de bien imperméabiliser le manteau. Hein. Je vous rappelle, on est dans les Hauts-de-France, donc on a besoin d'un manteau qui tienne bien contre la pluie. Donc on a un col haut, avec donc une fermeture éclair, une patte de boutonnage avec des boutons pression, une poche poitrine en fait en haut et deux poches plat, deux poches en bas, voilà. Et à la fin, vous venez en fait, on vient la mettre à la fin. C'était un petit peu déroutant, c'est pas ce à quoi je m'attendais, mais voilà. On vient mettre la coulisse à la fin, qu'on serre ou pas comme on le veut. Après, donc, la fermeture éclair, elle a une petite patte de protection derrière aussi. Et c'était peut-être la partie, on va dire, où il fallait être le plus minutieux. Parce que du coup, on cousait en même temps la fermeture éclair, la patte en dessous et la patte de boutonnage par-dessus, le rabat. Mais c'était vraiment très simple. Enfin, très simple. Ce que je veux dire, c'est que finalement, on coud tout droit sur une grande longueur. Donc si on épingle bien correctement, qu'on met bien les repères face à face, et qu'on y va doucement, moi j'ai trouvé que c'était quand même plutôt faisable en fait. En étant, voilà, la clé c'est vraiment d'être minutieux et de faire les choses petit à petit. En prenant son temps, pas hésiter à défaire si on n'est pas satisfait du résultat ou si ça tombe pas bien pile carré, parce que sinon pardon, parce que si ça tombe pas bien en fait après ça décale tout le reste et du coup on se retrouve avec un manteau un peu biscornu. Voilà, on a j'aime bien les poches en fait. Hop là, on va le passer comme ça. Les poches, vous voyez, elles sont en biais ici. Il y a un joli travail de surpiqûre sur les poches. Donc vous voyez, on fait en fait une poche qu'on vient coudre et en fait on vient la poser et la surpiquer sur le manteau à l'extérieur, sur la partie extérieure du manteau. Et on fait ça pour les deux côtés et puis aussi pour la poche poitrine. Voilà. La poche poitrine, moi je lui ai mis 2 boutons. Normalement elle en avait qu'un, mais 2 boutons, je trouve que ça lui va très bien. Après on assemble en fait l'extérieur, ensuite on assemble la doublure. La doublure c'est beaucoup plus simple à assembler parce qu'on assemble le dos, les côtés et puis les manches. Et après on coud tout ensemble. Moi la seule petite chose que j'ai fait, c'est que avant de fermer complètement le manteau, j'avais laissé une ouverture aussi et j'ai porté le manteau pendant quelques jours.
Et là, les pièces se sont bien placées correctement. Il y a des angles que j'avais eu un peu de mal à retourner, des endroits où le tissu tirait un petit peu. Et en fait, de la portée, le manteau s'est placé sur moi, il s'est adapté un peu à ma morphologie, à mes mouvements. Et du coup, tout est tombé au final carré, net. Et c'est là que j'ai fermé et que c'était fini, quoi. Voilà, rien de très difficile au niveau technique. Parce qu'il s'agit surtout de coudre des grandes pièces ensemble. Il n'y a pas de petits... Pardon. Il n'y a pas de... Comment dire? Il n'y a pas de toutes petites pièces qu'on doit coudre avec des grosses épaisseurs. Donc ça enlevait quand même des difficultés. Voilà, après j'aime bien avec le dos comme ça, c'est super joli, je trouve, le petit empiècement. Le col, il monte bien haut. Voilà, la fermeture éclair, bon, j'ai pas trouvé quelque chose qui allait bien avec le rouge sienne, donc j'ai pris noir et puis ça va bien. Alors effectivement elle est argentée alors que tous mes boutons sont plutôt en couleur bronze ou laiton, je sais plus, mais voilà, ça va, franchement, ça me pose pas de soucis. Après il y a une capuche normalement, une capuche qui se clipse au col. Comme ceci, vous voyez, hop, ce qui est très bien parce que du coup quand on n'a pas besoin de la capuche ou quand il pleut pas on peut l'enlever, moi je trouve ça très pratique. Mais alors j'ai complètement bugué sur les explications de la capuche, j'ai rien compris, j'ai vraiment eu du mal, ça tombait pas comme il faut, vous voyez là elle est pas tout à fait finie. Mais j'ai eu un éclair de génie, mais seulement une semaine après l'avoir fini. C'est-à-dire que je suis allée voir les explications en anglais. Et les explications en anglais sont un petit peu plus précises. Et donc voilà, je vais la terminer, mais je vais la terminer avec les explications en anglais. Bon, l'avantage, c'est que le fait de ne pas avoir de capuche, ça ne m'empêche pas de mettre le manteau. Donc je le porte depuis plusieurs semaines et je le trouve génial. Alors la seule modification que j'ai faite, vous voyez, c'est les manches. Les manches sont formées par en fait une pince. Donc c'est pas une manche avec embu comme j'avais un peu l'habitude de voir, ou des manches, c'est des manches moitié raglan. Elles sont bien larges, donc ça c'est très agréable. Mais du coup pour former l'épaule, en fait, c'est une pince que vous venez coudre voilà, sur le haut comme ça, et elle se place vraiment sur le dessus de l'épaule. Et moi, en fait, vous voyez, si je vous montre comme ça, vous voyez qu'il y a un petit décrochement ici et qu'elle tombe un peu plus comme ça. Parce que au départ, par rapport à ma morphologie, elle allait un peu plus droit. Et du coup, quand je la portais, ça me faisait des genres de mini épaulettes avec un bel angle droit là, bien voyant. C'était pas du tout adapté à ma carrure. Donc j'y suis retournée, et ça justement c'est par exemple une petite modification que j'ai faite après l'avoir portée quelques jours. Et j'ai bien pu pincer et voir en fait comment je devais retravailler un petit peu la pince pour qu'elle épouse un petit peu mieux la courbe de mon épaule. Et depuis, il n'y a aucun souci, quoi. Donc je vais essayer de vous le passer quand même parce que il est trop beau et il tient super chaud. Moi je le trouve vraiment génial. Alors, hop là. Et voilà, mon manteau. Ah, il est trop bien, non? Voilà, hop. Il tombe, donc moi je garde le cordon un petit peu serré pour marquer la taille. Mais finalement, il y a pas mal de personnes qui font sans cordon. Et puis ça va très bien aussi. On peut fermer simplement avec les boutons pression si on veut, ou la fermeture éclair. Enfin voilà, c'est un manteau, hein, donc après il s'utilise comme un manteau. Mais il est vraiment super agréable à faire. On va l'enlever parce que sinon je vais crever de chaud. Je me suis bien amusée à faire les surpiqûres. Amusée dans le sens où j'ai essayé de vraiment les faire très régulières. Ce qui n'était pas hyper facile parce que j'ai une machine à coudre d'entrée de gamme. Du coup elle a du mal à coudre les épaisseurs. Donc des fois en fait, même si la surpiqûre est bien droite,
vous avez les points on voit que ça patine un peu et les points sont un peu plus rapprochés les uns des autres. Mais enfin voilà, de loin franchement ça pose aucun souci. Et c'est surtout pour les poches. Je vais essayer de vous en montrer une un petit peu, mais je trouve que voilà, c'est assez vraiment hyper agréable en fait. Enfin moi ça me... Voilà, c'est vraiment agréable à regarder. Je trouve quand on a une belle poche bien géométrique comme ça, avec du coup des surpiqûres qui sont bien régulières et bien parallèles en fait au tissu. C'est vraiment voilà, c'est un petit détail qui fait que moi j'ai pris beaucoup de plaisir en fait à le coudre et je prends beaucoup de plaisir à porter du coup le produit fini. Du coup, je l'ai fait en à peu près, je dirais, en 2 semaines. Je cousais principalement de couture, hein. Donc je cousais principalement les week-ends, un petit peu le soir. En fait, il n'y a pas tant d'étapes que ça. Il y a beaucoup d'assemblage au début. On assemble les petites pièces pour faire les poches. Il y a beaucoup de préparation. Où là, du coup, il faut vraiment bien coudre correctement, faire des beaux angles. Et puis après, on assemble les plus grandes pièces, c'est-à-dire les devants, les manches, le dos, le bas-volet, le col, et après la doublure. Donc en soi c'est assez, on va dire, intuitif la manière de fonctionner. Donc là-dessus il n'y a pas de souci. Les explications, moi je les ai trouvées claires, à part du coup pour la capuche où j'ai eu un petit peu de mal. Mais et puis aussi pour le bas, il y a un moment où elle parle de faire en fait vous voyez le bas il se termine en angle comme ça. Et moi, le bas à mon niveau, vous voyez qu'il n'est pas parfaitement propre. Parce qu'elle parle de faire un genre de pli. Voilà, ça, j'ai pas trop compris. Donc du coup, j'ai laissé le manteau tomber un petit peu correctement. Et puis après, j'ai cousu. Voilà. Donc peut-être que c'était simplement une manière de positionner les pièces correctement. Mais ça, c'était un endroit qui était un petit peu flou, mais ça m'a pas empêché en fait dans la réalisation. Voilà, je pense que c'était plus une astuce pour y arriver un petit peu plus vite, mais moi de manière détournée j'y suis arrivée. J'ai trouvé que les explications pour coudre toute cette partie là, qui pour moi était celle qui me faisait le plus peur, et aussi la petite pièce ici, était très limpide. Pareil pour l'assemblage du col. Je sais pas pourquoi, mais je voulais vraiment que... C'est peut-être parce que, oui, le col, c'est la partie qu'on voit le plus. Mais voilà, j'avais vraiment un peu peur que ça soit biscornu, que ça tombe pas très bien. Et en fait, ça va super bien. Voilà, je dirais que la seule chose un peu compliquée dans ce patron, c'est le début. Parce que vous avez un patron, vous voyez, c'est un sacré morceau. Parce que vous avez 7 planches à décalquer. Parce que comme il y a 3 versions en plus, il ne faut pas se tromper. Parce que vous avez donc la version... En fait, vous avez des pièces communes aux 3 versions. Et après, vous avez des pièces qui sont différentes pour chaque version. Et vous avez des pièces qui sont communes que à 2 versions sur 3. Donc il faut bien lire son patron avant de décalquer la pièce. Parce que les pièces ont parfois le même numéro. C'est-à-dire que vous avez, je sais pas, je dis n'importe quoi, hein, mais 3 cols sur les 3 manteaux différents. Et du coup, ils vont tous être le numéro 15. Mais du coup, il faut bien regarder que ce soit le col numéro 15 pour la version A ou la version que vous voulez coudre. Donc moi, je m'en suis plutôt bien sortie. Il y a 47 pièces, je crois, dans la version A. Donc c'est surtout bien numéroté, bien aussi écrire si ça vaut pour d'autres versions. Comme ça, si je veux, parce que je sais en tout cas que je veux coudre d'autres versions, donc ça m'évitera de décalquer à nouveau les pièces. Parce que décalquer 47 pièces, c'est vraiment ce qui m'a pris le plus de temps. Heureusement, je vous rassure, les marges de couture sont incluses, donc là-dessus, il n'y a pas d'inquiétude à avoir.
Donc décalquer les pièces, bien noter. Et après, en fait, voilà, je voulais aussi faire... Mais qu'est-ce qu'il fait? Il joue avec les... Bon, bref. Je voulais aussi faire attention à pas me tromper parce que, vous voyez, pour les poches, on a des petits morceaux comme ça, des petits rabats, des rectangles qui sont à peu près similaires mais qui n'ont pas tout à fait la même forme ou qui n'ont pas tout à fait la même taille. Donc le but c'était que je les mélange pas ensemble les uns avec les autres. Bon, pour ça tout simplement je laisse en fait le morceau de patron attaché à la pièce de tissu jusqu'au moment où je dois le coudre, comme ça je sais que je me trompe pas. Mais après c'était aussi, quand je les couds sur le manteau, les poches, de pas les coudre n'importe comment. Parce que prendre des repères, les repères ils sont sur la pièce, mais prendre les repères au millimètre près, des fois c'était pas tout à fait facile. Donc il y a eu des moments où voilà, j'ai regardé un peu à deux fois avant de me mettre à coudre pour être sûre que j'avais pas fait d'erreur. Et puis en fait j'ai tout réussi du premier coup. Je crois pas que j'ai dû découdre quoi que ce soit. Donc du coup c'était... Voilà, comme je suis plutôt débutante, je pense que c'était... ça peut être une bonne preuve que le manteau est assez accessible. Oui, si, la seule erreur que j'ai faite en décalquant, du coup, c'est que j'ai décalqué le devant, ce devant-là, je l'ai décalqué d'une mauvaise version. Donc j'avais pris une grande feuille de papier calque, j'avais commencé à décalquer mon devant et tout, puis je me dis mais il a une forme super bizarre par rapport aux autres pièces que j'ai décalquées. Et en fait, bah évidemment, c'est que c'était pas la bonne version. Bon, heureusement, après, j'ai pu recouper dedans, il n'y a pas de souci. Et puis, j'ai eu aussi une petite blagounette qui m'a bien fait cogiter pendant un moment. C'est qu'en fait, sur les 7 planches, j'avais une erreur dans les patrons, dans les planches, et j'avais une planche en double, et j'avais donc une planche manquante. Et à un moment, je me mets... Et du coup, j'avais la liste des pièces. Je cochais après chaque pièce. Et puis du coup, même si je faisais attention à bien les ranger, j'avais d'un côté le tas des planches que j'avais déjà décalquées, le tas de planches que j'avais pas encore décalquées, au milieu j'avais la planche que j'étais en train de décalquer, et puis il y a plein de petits bouts de pièces, donc au bout d'un moment j'avais tout coché, j'avais les 7 planches décalquées, j'avais les 7 planches décalquées, et puis il me manquait 3 pièces. Donc là, je rouvre à nouveau chacune des 7 planches, je regarde chaque pièce pour me dire que peut-être j'avais loupé un truc qui était version A aussi et j'avais pas décalqué et tout, mais non, c'était pas... voilà. Et parce qu'en fait, il y a certaines... dans ma version A, par exemple, moi, j'ai pas décalqué des pièces sur toutes les planches. Il y avait 1 ou 2 planches où il y avait que des pièces pour la version B ou la version C. Donc je suis retournée voir sur ces planches-là, je me suis dit, oh, j'ai peut-être loupé quelque chose et tout, puis non. Et à un moment... je me dis mais c'est bizarre, j'ai l'impression, parce que du coup je refaisais les planches très méthodiquement, et à un moment je me dis mais c'est bizarre, ces planches-là je les ai déjà vues. Donc je pensais que je m'étais du coup emmêlée dans mon rangement ou dans mon tri, et puis c'était... j'ai mis du temps à me dire mais non en fait j'ai une planche en double, et donc ça doit vouloir dire qu'il me manque une planche. Donc j'ai contacté du coup la designeuse, a été hyper sympa et tout, elle me l'a envoyé tout de suite et sans frais supplémentaires et tout, enfin je veux dire c'est voilà, c'est normal, ça arrive hein, les erreurs, mais oh là là, mais qu'est-ce que je me suis pris la tête sur sur ces pièces manquantes, c'était vraiment trop... Enfin là maintenant j'en rigole, mais sur le coup j'ai cru que j'avais vraiment que j'avais perdu quelque chose, ou que j'avais voilà, oublié une planche quelque part, parce que c'est un patron que j'ai reçu en cadeau à Noël. Donc je me suis dit, ça se trouve, j'ai perdu une planche dans le train ou chez ma mère à Noël. Enfin bref, je me suis vraiment trituré les méninges pendant au moins une journée. Et puis en plus, c'était vraiment des pièces très disparates. Du coup, ça me bloquait pour commencer à coudre. Parce qu'il y avait une pièce de l'extérieur, il y avait une pièce de la doublure, il y avait une pièce de la capuche. Donc je pouvais pas me dire, bon bah je fais la capuche, ou je fais d'abord l'extérieur, et puis j'attends de voir si je trouve une solution à mes pièces manquantes. Mais en fait non, j'étais bloquée, mais heureusement en 2 jours j'avais la nouvelle planche, donc hop, j'ai tout fini de bien décalquer, et puis je me suis mis à ma couture. Et vraiment ça m'a
Enfin voilà, de coudre ça, ça m'a vraiment permis bah, je pense que ça a permis de gagner un petit peu en, en niveau et en technicité aussi. Et puis en propreté et en minutie dans la couture. Souvent je suis assez impatiente et c'est vrai que j'aime bien coudre des pièces assez rapides, mais celle-là j'ai vraiment pris du plaisir en fait à la couture, au fait de bien faire des jolies finitions, de bien repasser correctement et tout. Et je pense aussi que c'était le tissu qui était très agréable à coudre, c'était vraiment un plaisir et c'était... Enfin ouais, c'est vraiment un projet qui est super sympa, qui m'a décomplexé du manteau. Donc je sais que je vais faire la version imperméable veste de sport courte en fait, assez rapidement. Et puis pourquoi pas l'hiver prochain un manteau en laine qui me tienne bien chaud. Et comme ça j'aurai toute ma garde-robe de manteaux juste avec le, juste avec le patron Serra. Pourquoi pas. Voilà. En tout cas pour l'instant j'ai celui-là. Et puis en plus je pourrais tout à fait m'en faire une version sans la doublure matelassée, avec une doublure un peu plus légère, pour faire une veste de mi-saison. Le détail du bas-volet, je l'adore. Oh, je le trouve trop beau derrière. Je trouve que ça donne vraiment une jolie... Ça donne vraiment du caractère, en fait. Bon, j'aime toujours les manteaux quand ils ont un bas-volet dans le dos, mais là, celui-là, je le trouve vraiment, vraiment sympa. Et puis, je trouve que la couleur et le fait que le tissu soit très joli et qu'on voit... En fait, on voit que c'est vraiment un tissu de bonne qualité. Ça fait que cette veste, même si c'est une parka, c'est vrai que je la porte un peu partout et elle fait pas trop non plus décontractée quoi. Et du coup même au boulot elle passe très bien. Et puis après quand je vais me balader aussi, bon maintenant je peux plus me balader mais voilà. C'est vraiment un patron qui me plaît beaucoup. Voilà. Par contre moi je l'ai acheté en version papier, hein, pas en PDF, parce que imprimer les 7 planches en PDF, les associer et tout. Oh là là, déjà que j'aime pas les patrons PDF, mais alors un manteau, 3 versions de manteau en patron PDF, là je crois que j'aurais juste déclaré forfait. Donc là je suis très contente de l'avoir eu en version papier. En plus franchement il est pas cher, il coûte une quinzaine d'euros. Une quinzaine d'euros pour avoir 3 versions de manteau, c'est vraiment, vraiment, je trouve pas cher pour un patron d'une si belle qualité. Et si on parle coût du manteau, en fait, c'est quelqu'un d'entre vous c'est Corinne qui m'a signalé que Stragier faisait des soldes sur les tissus imperméables quand j'avais demandé un petit coup de pouce sur Instagram. Et du coup j'ai eu ce tissu à 15 € le mètre au lieu de, je crois, 25 ou 30. Donc il faut 3 mètres de tissu pour toutes les tailles. Donc 3 mètres de tissu, j'en ai donc eu pour 45 €, tissu extérieur. La doublure 2 mètres, elle était à, je crois, 10 €, elle était en promo aussi. Donc 65 €. Et après j'ai acheté tous les accessoires chez Mercerie Extra. J'ai pris les boutons pression, j'ai pas de pince, mais il y avait un petit outil qui était donné, que j'utilisais avec un marteau pour placer les pressions, et franchement c'était super simple. C'est la première fois que je le faisais, il n'y avait aucun souci. J'ai dû en avoir pour une dizaine d'euros, donc en gros j'ai eu la parka à 70 €, ce qui est un prix, enfin je veux dire, vous avez pour ce prix-là des manteaux à H&M fabriqués par des petits enfants au Bangladesh dans des conditions assez terribles. Donc moi je suis super contente du rendu et niveau prix ça passe quoi. J'ai échelonné en fait les achats sur 2 mois, comme ça me permettait de pas tout dépenser d'un coup, de découper mes pièces, de décalquer mes pièces aussi une à une pendant ce temps-là, et puis comme ça ça passe quoi. Puis c'est voilà, c'est un manteau que je sais que je vais le porter pendant plusieurs saisons. Il bouge pas du tout, il a aucune trace d'usure, alors que maintenant je le porte tous les jours. Tous les jours dès qu'il y a un peu de vent et tout, il est hyper sympa. Donc voilà, c'est un patron que je conseille très vivement.
et en tout cas, moi j'adore m'emmitoufler dedans et j'ai presque envie de me faire un petit coussin avec là parce qu'il est tout moelleux et tout confortable. Bon, allez. Bah écoutez, j'ai plus grand chose à dire, j'ai quasiment fini. Moi je suis confinée, comme tout le monde. Bon, je suis confinée toute seule dans mon petit appart, donc ça va être un peu long. Heureusement, je peux continuer à télétravailler et puis de temps en temps, je travaille pour le service public, donc de temps en temps, je dois retourner faire des permanences et des choses comme ça, régler les urgences. Donc le fait de continuer à travailler, ça permet quand même de bien rythmer les journées et d'avoir notamment les week-ends et la semaine qui passe. Donc c'est vrai que voilà, on voit qu'il y a une semaine de passé, c'est déjà assez... voilà, ça rythme bien. Et puis après, bah, je pense que vous pouvez vous attendre à plus de podcasts pendant le confinement parce que j'ai un petit stock de tissus, en plus avec des patrons de printemps et d'été, donc je vais me mettre un petit peu à coudre un petit peu plus souvent. Donc voilà, je reviendrai faire un tour, je pense, d'ici une semaine ou deux sur la toile. Et puis en attendant, portez-vous bien, restez chez vous et puis bah... J'espère qu'on se reverra en vrai d'ici la fin de l'année dans une des nouvelles dates d'un festival qui a été reporté. Pour moi, c'était le Fil de la Manche, donc il a été reporté vers mi-octobre, juste avant Felletin, je crois. Et voilà. Et puis sinon, bah, à très vite sur Internet, sur le podcast ou sur Instagram. Salut!